Bon, j'avais pas prévu de parler au départ. Je vois que ça converge, qu'il me reste une vingtaine de minutes. Il y a beaucoup de vétérinaires ici, donc eux, je ne vais rien leur apprendre. Tous les autres, j'espère quand même que je peux vous démontrer deux, trois choses qui concernent les problèmes qu'on rencontre avec les chevaux de haut niveau, qui font de la compétition de haut niveau, parce que c'est en général pas les mêmes atteintes, c'est des atteintes qu'on rencontre extrêmement rarement chez les chevaux de loisirs ou chez les chevaux qui font de la compétition à bas niveau. Il y a 4 parties, on va avancer un tout petit peu. Il y a juste une phrase là que je veux vous lire, que j'aime bien, à propos de la valeur intrinsèque et de la valeur propre d'un animal. C'est qu'elle se fonde sur le concept que tout être vivant individuel possède une dignité qui sert à le protéger en tant qu'individu. C'est-à-dire la valeur propre, le bien propre d'un animal concerne toujours lui-même et pas l'espèce. Une fois qu'on est bien au clair là-dessus, on peut comprendre pourquoi, dans le bien propre du cheval, il y a le fait que c'est un animal, ce n'est pas un humain, hein, l'animalité du cheval, ses besoins naturels, on en a parlé ce matin, les comportements appropriés aussi, le ressenti émotionnel du cheval, donc de l'individu cheval et non pas des chevaux en règle générale. Et tout ça est propre à chacun. L'individualité du cheval est vraiment importante. Le cheval aspire, on l'a dit ce matin, je crois que c'est Emmanuela ou Barbara qui a dit ça, le cheval aspire à vivre une vie typique pour lui. Donc tout ce qui va à côté de ça, ce sont des contraintes pour le cheval. Et il faut essayer de ne pas dépasser ça. Et ça, quand on parle de sport de haut niveau, ça devient difficile. La valeur propre d'un cheval, elle est la même pour tous. Ce sont tous des chevaux. Donc, ils aimeraient bien vivre sur des steppes, manger toute la journée, se promener tranquille et puis pas sauter. Mais après, le rapport de la valeur propre de l'animal avec la compétition de haut niveau, ben évidemment, c'est les compléments, hein, la capacité, le talent. Ils ont les deux à peu près la même valeur propre, par contre, ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. Si vous essayez de sauter les gros obstacles avec le cheval d'en haut, ce n'est pas très sympathique, hein, il n'est pas fait pour ça, celui-là, de manière assez claire. Le tempérament du cheval joue évidemment aussi un rôle important pour les chevaux de compétition. Si vous prenez un cheval qui est tout calme et puis que rien ne peut émouvoir, ça ne va pas être idéal pour faire du concours hippique ou même pour faire de la course. Il ne faut jamais oublier quelle est la valeur propre du cheval pour pouvoir préserver son bien-être. Ça, une fois qu'on a ça bien dans la tête, on peut avancer. Maintenant, dans les compétitions de haut niveau, il y a des systèmes d'organes qui sont plus sensibles que d'autres. Les deux que j'ai choisis aujourd'hui et qui, en fait, nous posent le plus de problèmes, c'est d'abord l'appareil locomoteur, ça c'est clair. Hein, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes d'encolure, d'arthrose dans les cervicales basses, des choses comme ça. Le dos, ça c'est clair aussi, et les membres, évidemment. Les chevaux, quand on regarde un petit peu en arrière, ils étaient tout petits. Hein, au niveau préhistorique, c'était des tout petits animaux. Ils étaient faits, il n'y avait pas de souci. Maintenant, pour aller plus vite, ils ont grandi, les os se sont allongés, les membres se sont affinés, ils ont gagné en vitesse, mais aussi en fragilité. Et donc, on est vite confronté, quand on commence à faire des sports de haut niveau, à des problèmes, des choses de fractures, des choses comme ça qui n'étaient pas prévues au départ. Hein, parce que quand on regarde le cheval original, qui a à peu près la taille d'un chien, ce n'était pas un souci. Donc l'appareil locomoteur, c'est là qu'on va trouver des soucis. Et le système cardio-respiratoire, j'ai mis les deux ensemble. L'appareil respiratoire et l'appareil cardiovasculaire, quand on travaille, ça va ensemble, hein, qui sert à amener l'oxygène nécessaire et les nutriments nécessaires aux muscles, qui est le moteur du cheval. Hein. Alors, il y a plein de maladies qu'on peut rencontrer, mais ceux-là, on les rencontre chez tous. Même un cheval de loisir, il peut avoir des problèmes d'ulcères. On sait que les ulcères sont très fréquents chez les chevaux, mais chez les chevaux de sport de haut niveau, ils sont plus fréquents, c'est sûr. Et chez les chevaux de course, je pense que là, c'est le maximum. Ça dépend de différents facteurs, on ne va pas entrer là-dedans aujourd'hui. Des problèmes de muscles, de myosite, de coups de sang, etc. J'en ai rencontré beaucoup dans ma carrière avec des chevaux de loisirs, tout normal, où tout d'un coup, ils ont fait un peu les fous au parc, puis ils se retrouvent avec un coup de sang. Les maladies infectieuses aussi, évidemment, ça touche tous les chevaux. Mais les chevaux qui font du haut niveau sont un peu plus à risque parce qu'ils se promènent beaucoup, ils rencontrent beaucoup de chevaux qui viennent d'origines différentes, dont on ne connaît pas bien le statut sanitaire. Donc, c'est plus fréquent et souvent aussi plus sévère. On a vu ce qui s'est passé, comme a dit Göran tout à l'heure, en Espagne au début de l'année. Hein. Bon, si on veut parler des maladies et des atteintes qui sont dues au sport de haut niveau, il faut d'abord essayer d'analyser les risques. Parce qu'il y a certains risques qui sont plus importants quand on fait du sport que quand on fait du loisir.
Alors, on en a parlé déjà aussi ce matin, les exigences mentales, hein, résistance au stress, ça c'est clair, ça je crois qu'on va passer là-dessus, contrôle des émotions. Une chose qu'on n'a pas dit ce matin, c'est les capacités décisionnelles du cheval. Si vous regardez dans le reining, le cavalier, il essaie juste de rester sur le cheval. C'est le cheval qui fait le job. C'est lui qui doit être capable de décider. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas seulement dans le reining qu'on a ce problème-là, mais il ne faut pas qu'on demande un petit peu trop au cheval, puis qu'il doive décider trop de choses, puis qu'après, il va être submergé par ça, et puis on risque de se retrouver aussi avec des problèmes au niveau émotionnel. Réceptivité aux ordres, ça c'est clair, il y a des chevaux qui, au niveau mental, supportent mal qu'on leur impose des choses tout le temps. Puis la combativité, si vous regardez les courses de chevaux, s'ils ne sont pas combatifs, ils ont peu de chances d'arriver au bout. Souvent, on rencontre des problèmes avec des chevaux, surtout quand ils ont déjà pas mal couru, ils n'aiment pas tellement se faire dépasser. Quand vous êtes dans la ligne d'arrivée, puis qu'il y en a deux qui vous passent à côté comme des avions, en principe, ça démotive. Donc si ça arrive trop souvent, donc il ne faut pas se tromper de catégorie, il ne faut pas mettre votre cheval trop souvent dans une catégorie en dessus de la sienne, parce que sans ça, s'il se fait dépasser trop souvent ou que les autres partent puis qu'il n'arrive pas à suivre, il sera complètement démotivé et il va perdre toute sa combativité. Donc ça, c'est toutes des choses, hein, c'est des facteurs de risque qui peuvent faire dérailler les problèmes, le psychisme du cheval. Après, dans les facteurs de risque au niveau physique, ça concerne un petit peu plus quand même ce que je vais vous dire par la suite. Ce qu'on leur demande, c'est d'aller vite, d'être bien en équilibre, si possible, pas se mélanger les pinceaux, hein, d'avoir de la force, il faut de la force pour sauter un obstacle comme ça, et puis de l'endurance. Si vous faites un militari, il ne faut pas qu'il s'arrête au milieu. Donc ça, c'est des choses qui sont nécessaires pour pouvoir faire du sport de haut niveau, mais qui sont aussi, par essence, augmentent les risques de troubles. L'entraînement, on a parlé ce matin, Sébastien a dit pas mal de choses sur l'entraînement. Je pense que ce qui est important, au départ, c'est de déterminer le niveau de départ. On voit ça avec les jeunes chevaux, comme il a dit. Il faut vraiment commencer tranquillement, de manière très progressive, planifier tout ça, pas y aller. Il faut essayer de faire ça aussi professionnellement que possible. Mais pas seulement chez les jeunes chevaux. Des chevaux qui sont arrêtés pour une raison ou pour une autre et qui reviennent à l'entraînement après 1 mois ou 2 mois ou 3 mois d'absence, il faut les prendre de nouveau comme des novices. Ils doivent tout recommencer à zéro. C'est la même chose avec vous, hein. Si vous allez courir, il ne faut pas essayer de vous lancer tout de suite à faire 3-4 km à la course parce que vous allez avoir des problèmes de main. Et ça on connaît, mais c'est un autre thème, hein, l'utiliser le principe de surcharge et de surcompensation. Hein. Après, une fois qu'ils s'entraînent, toujours faire un tout petit peu plus pour que le lendemain, ils soient capables de faire ça sans être fatigués. Mais c'est une histoire d'adaptation. Par exemple, pour les trotteurs, que je connais bien pour en avoir beaucoup fait, quand on fait le jogging, comme on appelle, il faut quand même compter en tout cas 2 mois pour que le cheval soit prêt à faire un travail rapide. Donc on commence par faire la base, tout tranquillement, progressivement. Et ça a aussi à voir avec les accidents qu'on peut avoir après avec les os, on va en parler tout à l'heure. Et prévoir des phases de repos, ce qui est toujours oublié. Ça, alors, pour avoir traité suffisamment de chevaux, je sais que les gens souvent, dès le moment où on leur donne le feu vert, ils recommencent comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Et il faut vraiment laisser du temps et puis dans la saison planifier aussi des longues périodes de repos. Médication, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est déjà fait. Donc la médication est une thérapie et puis il ne faut jamais oublier que ça sert à guérir et pas à continuer d'entraîner. Dans le facteur de risque de l'environnement, les sols sont très importants. Stéphane Montavon a fait pas mal de recherches là-dessus. Ça a été publié aussi au niveau de la Fédération suisse des sports équestres. Dans le temps, quand j'étais gamin, on faisait tous les concours sur l'herbe. Et encore, ça, c'est vraiment une jolie place de concours. Hein, c'est là-bas au bout. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On travaille quand même presque partout sur des sols en sable. Et les sols ne sont pas les mêmes selon la discipline. Hein, que vous fassiez du dressage. Ça, c'est tous nos paddocks qu'on a ici. Hein. Les 2 du bas sont des paddocks de dressage, les 2 du milieu de saut, et puis en haut, c'est le Military Garden pour l'entraînement. Ce qui est important, c'est que le cheval travaille sur des sols différents. Il ne faut pas toujours travailler sur le même sol. Ensuite, le sol de l'entraînement ne doit pas être le même que celui de la compétition. On sait qu'en compétition, on cherche à avoir des performances maximales. Donc, pour un sauteur, il faut que le sol ait du répondant, etc. Ce qui n'est pas le cas... si vous travaillez tous les jours sur un sol comme ça, votre cheval il va avoir des problèmes assez rapidement, des problèmes articulaires, etc. Un petit aparté, là, au niveau de la compétition,
c'est malheureusement rarement respecté, mais c'est quand même bien que la place d'échauffement et puis la place de travail est le même sol. Le cheval n'est pas surpris comme ça. Vous chauffez sur une place, vous entrez dans le parcours après, que ce soit du saut ou du dressage, il est dans les mêmes conditions. Ça, c'est important. Ce n'est pas le cas chez nous, hein, parce que la place d'entraînement, c'est justement une place d'entraînement, l'échauffement, et puis après, ils entrent sur le terrain de compétition. Ça, ce n'est pas très bien pour le cheval. Ça augmente un petit peu le risque de blessure. Et si on change des sols aussi régulièrement, ça améliore la proprioception, ce qu'avait dit Sébastien ce matin. C'est aussi important d'avoir travaillé sur des sols qui sont divers et variés, ainsi que des inclinaisons, des choses comme ça. Ça aide pour la proprioception, mais aussi pour les ligaments et les tendons. Ça leur permet de s'adapter à travailler sur différents sols. Les sols n'ont pas toujours les mêmes... on n'a pas les mêmes exigences des sols dans toutes les disciplines. Si vous faites du dressage, vous voulez faire une pirouette et tout, il y a des choses qui sont différentes dans le sol que vous cherchez que sur un cheval, un paddock de saut, où vous cherchez quand même à la réception d'avoir aussi une certaine souplesse du sol. Et puis après, pour éviter les forces de cisaillement, pour pas que votre cheval se couche dans les virages. Comme autre facteur environnemental, le parcours est important, le tracé. Donc ça augmente aussi, enfin il faut faire attention au tracé, si vous avez beaucoup de courbes trop courtes, trop serrées, la longueur du tracé, évidemment. On sait par exemple que chez les sauteurs de steeplechase, pour chaque 1000 mètres de plus que dure l'obstacle, il y a une augmentation de 50% des accidents. Donc la longueur du parcours est aussi extrêmement importante. Même chose dans le cross, etc. Et puis la propriété des terrains. Ici, on a plusieurs pistes d'entraînement. Les terrains ne sont pas la même chose. On ne travaille pas sur n'importe quel terrain par n'importe quel temps. Même chose pour les pistes en herbe. Et les obstacles, on a fait quand même pas mal de progrès aujourd'hui, principalement dans la discipline, enfin non, les autres aussi, mais le military, on voit maintenant depuis quelques années des obstacles qui arrivent partiellement à tomber. Donc on diminue aussi ainsi le risque de blessure, en diminuant le risque de chute pour les cavaliers comme pour le cheval. L'environnement aussi, hein, c'est clair, on en a parlé ce matin, c'est important. La température, l'humidité, le vent, précipitation, soleil, tout ça peut augmenter les risques. On en parlera un tout petit peu après dans une des maladies. L'individu, vous en avez parlé aussi ce matin, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Au niveau de l'âge, on sait que plus le cheval devient âgé, plus le risque augmente, ça c'est statistique, hein. Plus on a de problèmes. Le sexe, les mâles, les entiers, au niveau des courses en tout cas, ont plus de risques d'accident que les juments et les hongres. Le tempérament, ben ça c'est évident aussi. Hein. Un cheval de saut, il doit avoir un tempérament sportif, mais pas trop émotif. On a vu ce que ça donnait à Tokyo cette année. Les chevaux trop émotifs qui regardent un peu trop les obstacles, il y a quand même eu 2-3 catastrophes. Hein. Et les antécédents médicaux, pour certaines maladies, c'est clair que si les chevaux ont une historique, une anamnèse longue, comme le bras, de problèmes qu'ils ont eus, il faut après faire un entraînement adapté et également un programme de compétition adapté. Au niveau du ferrage, bon, je ne vais pas trop parler de ça non plus, ça on va pouvoir passer assez vite. Le déferrage, Arnaud en a parlé assez. Le poids, qui est l'ennemi de la vitesse, joue évidemment un grand rôle. Donc, des ferrages comme ça, c'est clair que vous augmentez un tout petit peu le risque quand même, hein, c'est du matériel hyper lourd. Aujourd'hui, on a quand même un petit peu des choses meilleures. L'équipement, le harnachement, on en a parlé, artifice, les guêtres, ça, il y a beaucoup de choses qui sont interdites maintenant, surtout les guêtres des postérieurs, là où il fut un temps où les gens tiraient comme des malades pour avoir des chevaux qui sautent de manière moderne, en levant bien les jambes, puis en ouvrant derrière. Ça, c'est fini. Les cravaches, les éperons, bon, ça, c'est toutes des choses qui sont évidemment des facteurs de risque pour le bien-être du cheval. Voilà. J'arrive... Ouais, on va rattraper un peu. Fractures de fatigue. On dit les fractures spontanées, bon, c'est les fractures les plus fréquentes en compétition, en haute compétition. On appelle ça fracture de fatigue. Mais fatigue de quoi? Est-ce que ces fractures arrivent quand le cheval est fatigué? Ça, vous savez que ce n'est pas le cas. Ça, c'est une fracture typique, hein, du métacarpe, là, juste en-dessus du boulet. Fracture de fatigue typique. Alors, c'est quoi la fatigue? En fait, c'est de la fatigue osseuse. Bon, les vétos, ils connaissent ça, mais peut-être pas vous. Ça arrive à la suite de charges répétitives et intenses. Donc, ce qui provoque ces charges intenses dans les compétitions de course de chevaux, c'est évidemment la vitesse et la distance. Ça, c'est clair. Plus vous allez vite, plus vous avez de risques, ça casse.
Et puis, plus la course est longue, plus il y a de risques qu'on se retrouve avec des problèmes au niveau des articulations. Pour le jumping, c'est le nombre de sauts et la hauteur des sauts. C'est clair que si vous sautez avec des petits sauts à 80 cm, vous pouvez y aller pendant un moment jusqu'à ce que vous ayez des problèmes. Mais l'os, comme tout matériel, se fatigue. Et puis, à force, on a des atteintes microscopiques. Là, celle qui est, elle est déjà plus microscopique, celle-là qui est marquée avec la flèche jaune. Hein. Mais des tout petites lésions, des micro-fissures qu'on ne voit pas, même pas radiologiquement. Pour les voir, il faut faire une IRM ou bien une scintigraphie. Et puis après, ces petites lésions qui se cumulent, si on ne donne pas du repos au cheval, finissent par faire une petite fissure comme ça. Le cheval peut montrer une boiterie, mais même pas nécessairement à ce stade-là. Puis après, vous allez en course ou vous allez au concours, et puis pendant la compétition, ça casse, sans qu'il ne se passe rien. C'est pour ça qu'on appelle ça des fractures spontanées. Il n'y a pas eu un événement, il n'a pas trébuché, il n'a pas glissé. C'était simplement, il courait, il galopait, et puis ça casse. Puis ça donne des fractures comme on a à droite, hein, qui partaient d'une petite fissure comme ça. Alors, ces micro-fissures provoquent une fragilisation de l'os qui, pour finir, quand on atteint un certain stade, ça casse. Et malheureusement, c'est souvent des fractures catastrophiques parce que le cheval continue encore sur sa lancée. Des fois, les gens font encore quelques foulées de galop, voire même ressortent du paddock au pas, alors que s'ils étaient restés arrêtés, aujourd'hui, on a moyen de soigner des fractures comme ça, 2-3 vis, et puis c'est bon. Alors ça, c'est pour les soins, mais pour la prévention, il faut essayer de savoir réaliser. C'est un matériel qui se fatigue, mais c'est un matériel vivant, donc il s'adapte aussi. Sébastien en a parlé ce matin, de l'épaississement, de l'augmentation de, je ne sais plus comment il a dit ça, de l'augmentation de la masse osseuse ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on a en haut. Quand vous commencez avec l'entraînement, vous allez avoir, l'os va s'adapter. Si vous n'avez rien fait vous-même pendant un certain temps, puis que vous allez commencer à faire du jogging, vous allez remarquer, vous aurez mal au tibia. Face antérieure du tibia va vous faire mal après quelques jours. Parce que c'est en train de travailler. On voit ici l'os du canon, la face antérieure, vous voyez que le cortex, la partie solide de l'os, a pris beaucoup d'importance. Ça, c'est un jeune cheval qui a commencé le travail et puis qui s'adapte. Son os, il va faire plus d'os solide à l'intérieur pour solidifier le tout, pour pas que ça casse. Donc là, dans ce cas-là, il y a eu des micro-fissures sur ce cheval-là. Mais il y a un modelage de l'os qui augmente la masse osseuse. Mais ça prend 6 à 8 semaines. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous faites du jogging, il ne faut pas presser. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que vite. Avant de faire un travail vite, ou bien avant de sauter des gros obstacles, il faut faire 6 à 8 semaines d'adaptation. Commencer gentiment pour que le cheval s'adapte. Et puis après, de temps en temps, il faut faire des pauses. Et puis des pauses assez longues. Le remodelage osseux, si vous avez un petit problème, ça, à gauche, c'est un os plus ou moins sain, à part cette partie ici, là, qui est un petit peu trop blanche, c'est un petit peu sclérosé, mais par rapport à l'os de droite, où vous voyez les micro-lésions qui sont derrière le cartilage, qui ont fini par donner un kyste, et puis après tout l'os blanc aussi, il n'est pas normal, c'est tout de l'os fibrosé. C'est un os, là, au niveau du boulet, qui a été toujours en surcharge, un peu trop fort, sans qu'ils arrêtent le cheval. Et puis si vous continuez avec ça, l'os s'y casse complètement. Donc il faut laisser de temps en temps, le temps au temps, et puis que le cheval soit complètement arrêté. Et qu'est-ce qui va se passer ? Des cellules qu'on appelle les ostéoclastes, là, vont nettoyer tout ça. Il faut enlever tout cet os qui est mort, et puis après, dans un deuxième temps, les ostéoblastes vont, eux, remettre de l'os à cet endroit-là, guérir ces micro-fissures, qui n'a pas besoin de guérir avec une vis, qui n'a pas besoin de stabiliser. Seulement ces cellules-là, elles ne travaillent que si le cheval est au repos. Si vous continuez d'entraîner, les ostéoclastes ne feront rien du tout. Ils ne vont pas les nettoyer, faire le remodelage pour que la micro-fissure se guérisse. Alors vous arrêtez le cheval 1 mois, mais pas complètement, vous faites encore quand même du jogging, et puis après vous repartez, puis ça casse, parce que le cheval, il n'a pas eu le temps de guérir ça. Il faut compter minimum 8 à 10 semaines pour guérir des micro-fissures. Donc il faut planifier dans une saison. Ce n'est pas seulement valable pour les chevaux de course, c'est aussi valable pour les chevaux de concours. Il faut planifier dans une saison une pause au minimum au milieu de la saison pour laisser guérir. Comme ça, vous allez gagner beaucoup de temps, puis en plus, votre cheval ne va pas avoir de risque que ça casse complètement. Et on parlait des bisphosphonates, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Arnaud qui en a parlé ou bien Göran, sont des produits qui bloquent le travail de ces ostéoclastes. On les donne pour autre chose, il y a des indications, maladies naviculaires ou les parvins ou des choses comme ça, qui empêchent ces cellules de travailler. Alors, si les chevaux sont sous une médication comme ça, il ne va rien se passer. Vous pouvez l'arrêter, il faut l'arrêter vraiment très longtemps pour qu'il arrive à guérir. Donc, c'est un produit qu'il faut essayer d'éliminer
quand vous travaillez avec des chevaux de compétition. Et puis, il y a tellement de résultats positifs avec ce médicament, probablement pour ses effets anti-inflammatoires aussi, que les gens l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Et il est beaucoup trop utilisé aujourd'hui. C'est d'ailleurs un de nos thèmes de discussion au niveau de la commission du bien-être. Voilà. Une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionne, l'os, ça simplifie. Évidemment, il y a d'autres fractures. Si vous trouvez avec ça, hein, il n'y a plus grand-chose à faire. Il y a toujours des accidents. Mais ça, c'est des fractures qui arrivent dans n'importe quoi. Ça peut arriver au parc. On a des chevaux qui se cassent la jambe au parc qui n'ont rien à voir avec des chevaux de haute compétition. Mais c'est sûr qu'il y a plus de risques qu'il y ait une collision avec un obstacle ou bien avec un concurrent ou quelque chose comme ça, puis qu'il y ait un accident qui finisse comme ça, ou des coups de pied. Mais ça, les coups de pied, ça arrive de temps en temps aussi sur les places d'entraînement. Hein. Voilà. Tendinite et desmite, ça c'est de nouveau quelque chose qui n'est pas réservé aux chevaux de haute compétition. Par contre, c'est là qu'on en rencontre le plus. Je vous ai mis là un petit peu où est-ce qu'on en voit le plus. Dans les courses, c'est assez logique. Le cross dans le military, le saut, puis après le dressage. Et ce n'est pas toujours les mêmes tendons qui sont touchés. Fléchisseur superficiel et suspenseur de boulet, ça c'est ce qu'on rencontre le plus chez les chevaux de course et puis chez les chevaux de military. Chez les sauteurs, il y a aussi la bride carpienne. Enfin bon, vous connaissez ça pour les vétos, puis les autres, ça ne va pas vous changer votre vie. C'est de savoir quel est le tendon qui est le plus touché. Mais bon, tendinite, quand vous réfléchissez comment ça arrive, le tendon, c'est la suite d'un muscle. Et puis le muscle, quand il devient fatigué, à la fin de la course, à la fin du parcours, il perd son élasticité. Et puis les tendons sont donc plus mis à contribution. Et quand ça tire trop, ben, ça finit par casser. Et puis vous vous retrouvez avec des lésions comme celle de gauche où on a l'impression, si on regarde l'image échographique, ici qu'on a encore un tissu fibreux, puis ici on voit qu'il n'y a plus rien. Il y a une rupture des fibres qui se passe. Mais ça, vous rencontrez un peu partout, mais on en voit beaucoup plus dans le sport de haute compétition. À droite, vous avez ces feux là, que Arnaud a décrit tout à l'heure. Ça, on ne voit plus, on n'en verra plus. Les gens espéraient guérir les tendinites en brûlant la peau du cheval. Je ne sais pas si c'est un froid ou un chaud, ça, mais je crois que c'est un chaud, et puis il est blanc quand même. Hein. Oui. Bon, voilà. Vous voyez les lésions, là, bon, on ne va pas entrer dans le détail pour ça. Il y a d'autres atteintes du système musculo-squelettique, à part le coup de sang, hein, les myopathies, les déchirements. Alors évidemment, ça c'est aussi un tout petit peu plus fréquent chez les chevaux de haute compétition. Hein, là où on voit à gauche là, un hématome, c'est simplement une rupture musculaire. Des problèmes dans les cervicales lors de chutes, l'ostéoarthrite. Ça, c'est toutes des maladies qu'on rencontre au niveau des chevaux de haute compétition, un peu plus fréquemment que dans les autres disciplines. Ça, c'est un problème qu'on rencontre évidemment pratiquement que chez les chevaux de haute compétition. L'image en haut à droite, si vous avez regardé la TV, vous savez d'où elle vient. C'est à Tokyo, il a fait encore la moitié du parcours comme ça. Vous voyez le cheval en sang. Il doit en avoir plein les pantalons, mais le monsieur, il a continué de galoper au lieu de s'arrêter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IPH, l'hémorragie pulmonaire induite par l'exercice. Donc ça saigne dans les poumons. C'est un problème, on ne sait pas exactement comment ça démarre, mais il y a probablement aussi un petit peu d'hérédité dedans, mais c'est un problème des petits vaisseaux, la pression sanguine est trop haute, les petits capillaires sautent dans les poumons, ça saigne à l'intérieur des alvéoles, et puis après, avec le temps, parce que c'est quelque chose de progressif, vous aurez des transformations dans les petits vaisseaux juste derrière, les petites veines pulmonaires qui vont devenir fibrosées, qui n'auront plus d'élasticité. C'est comme un vieux tuyau d'arrosage. Vous avez déjà vu quand il commence à se craqueler, etc. Si vous mettez la pression, d'un coup un jour, il vous explose à la figure. Ça marche la même chose. Et puis avec le temps, le tissu pulmonaire qui a été touché, il ne va plus jamais se régénérer. Puis ça devient de plus en plus important et ça occupe aussi une partie du poumon de plus en plus importante. Et on peut rencontrer ça. Les chevaux ne meurent pas de ça. Par contre, ils ne performent plus. Ce n'est pas beau à voir. Et puis en général, c'est des chevaux qu'on retire de la compétition quand ils en sont à ce stade-là. Ça peut arriver pendant le parcours, comme chez celui-là, je ne pense pas qu'on le reverra en compétition, d'ailleurs, ce cheval. Et des fois, on ne le voit pas, on le voit que quand le cheval mange, 10 minutes après, ou baisse la tête dans son box pour boire, puis tout d'un coup, il y a un petit peu de sang qui vient. Là, on scope, et puis on voit s'il y a du sang qui sort des poumons.
Ça, c'est une maladie qui est relativement fréquente. Il y a même dans certains pays jusqu'à 30% ou 40% des pur sang qui saignent dans les courses, légèrement, mais qui saignent. Donc c'est probablement quelque chose qui est aussi très très vieux, qui date, les chevaux déjà à l'époque, il y a quelques dizaines de milliers d'années, devaient déjà saigner dans les poumons. Voilà, je crois, là-dessus, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. La mort subite, ça se rencontre aussi chez les chevaux de loisirs, mais quand même moins fréquemment. Mais de temps en temps, on en a un là, qui s'écroule dans un petit galop dans la forêt. Par contre, en concours, évidemment, c'est à la télé, il y a beaucoup de monde, alors ça choque un peu plus. Et puis, ça arrive quand même aussi plus souvent quand on fait des sports de haute compétition, parce qu'on demande aussi, la performance n'est pas la même. X-TED, mort d'une rupture de l'aorte, ça, c'est beaucoup de gens disent que c'est ça. Et puis, en fait, quand vous ouvrez le cheval, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça du tout. Les ruptures de l'aorte sont extrêmement rares. Quand vous faites des autopsies de ces morts subites, dans un cas sur deux, vous ne savez pas de quoi il est mort. La majorité de ces cas-là, c'est un problème cardiaque. C'est extrêmement difficile à trouver, parce que ça peut être simplement un problème de rythme, et puis tout d'un coup, le cœur s'arrête et le cheval meurt. Et puis, il y a des défaillances pulmonaires aussi. Il peut y avoir des ruptures de vaisseaux sanguins, ça arrive. Quand les chevaux prennent de l'âge, les vaisseaux deviennent un peu plus fibreux, ils se cassent plus facilement, ils ont moins d'élasticité. Mais ce n'est pas nécessairement l'aorte qui lâche, il y a plein d'autres vaisseaux qui peuvent se rupturer. Ou des fractures chez des jeunes chevaux, des fractures du bassin, ça arrive. Et puis après, ça coupe un des grands vaisseaux, iliaque ou quelque chose comme ça. Puis en l'espace d'une minute ou deux, le cheval est mort. Arythmie cardiaque à l'effort, ça arrive aussi régulièrement. Malheureusement, c'est toujours choquant parce qu'on ne s'y attend pas. C'est des chevaux qui étaient... La définition, la mort subite, c'était des chevaux qui étaient en bonne santé 5 minutes avant. On pensait qu'ils étaient bien. C'est des chevaux qui ont suivi et tout, ils vont bien, puis poc, ils sont morts. Donc ça, c'est toujours assez choquant. Mais ça arrive même chez les chevaux qui n'ont rien du tout. On trouve ça aussi dans les journaux, cette pauvre jument là, qui est morte d'un arrêt cardiaque. Ça arrive. Ouais. Pour terminer, le coup de chaleur d'exercice. Ça n'a rien à voir avec le coup de chaleur que vous allez prendre à la piscine si vous avez oublié de mettre un chapeau. Ça, c'est un coup de soleil qui peut mal finir. Le coup de chaleur à l'exercice, c'est dû par l'exercice, c'est provoqué par l'exercice. C'est-à-dire que vous allez avoir une chaleur trop importante à l'intérieur du corps et puis le cheval ne va pas être capable de l'éliminer. La thermorégulation n'arrivera pas à travailler normalement. Alors, la chaleur à l'intérieur d'un muscle d'un cheval qui fait un militari, par exemple, un cheval de dressage, je ne crois pas que le coup de chaleur d'exercice existe, mais chez des sauteurs, on peut l'imaginer, surtout selon les conditions atmosphériques. Chez les chevaux de militari, chez les chevaux d'endurance, évidemment, beaucoup, et puis chez les chevaux de course. La température à l'intérieur du muscle, elle dépasse 42 degrés, ça va jusqu'à 43, la mort cellulaire est à 44, donc on n'est pas loin de la limite. Et puis, il faut réussir à éliminer ça. Alors, l'élimination se passe en général par radiation, donc des rayons de chaleur qui, comme quand vous mettez la main au-dessus, puis vous sentez que ça irradie. Ça, c'est une manière d'éliminer la chaleur. Et puis, la convection, c'est la chaleur qui s'en va, qui sort d'un liquide pour aller dans un solide. Donc, les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur de la peau, la chaleur passera du vaisseau sanguin où le sang coule jusque dans la peau, puis après sort. Donc, ça, c'est deux choses qui ne fonctionnent pas quand il fait trop chaud. Si vous avez à l'extérieur 37, 38 degrés, puis à l'intérieur la même température, ça ne va pas pouvoir refroidir. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il fasse plus frais dehors qu'à l'intérieur du corps du cheval. Donc ça, c'est des choses qui ne marchent pas bien quand il fait trop chaud. Il n'y a plus qu'un moyen d'enlever cette chaleur, c'est l'évaporation et la transpiration. Alors un cheval, il peut transpirer en principe quand il travaille jusqu'à 1,5 litre par minute. Ça correspond à peu près, si vous faites un travail un petit peu plus long, 5 litres en 1 heure. Ça, c'est pour les chevaux 16 litres en 1 heure. Pour les chevaux d'endurance, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont quoi, 45, 50 litres de sang pour un pur sang arabe qui fait de l'endurance. Si vous ne remplacez pas ça, il va vite être déshydraté. Et après, il n'aura plus le moyen d'éliminer la chaleur non plus. Et quand vous êtes ici dans des conditions en Suisse, par chance, il fait rarement assez chaud et en plus assez humide. Mais si vous êtes avec des 80-90% d'humidité, ça ne va pas s'évaporer parce que c'est trop humide à l'extérieur aussi. Donc ça arrive régulièrement en Australie. C'était un peu le problème à Tokyo, où c'est extrêmement humide, extrêmement chaud.
Il y a une manière de mesurer ça. Si vous avez lu le dernier bulletin de la Fédération suisse des sports équestres, c'était marqué dedans. Qu'un appareil, je ne vais pas vous lire le nom parce que c'est WBCT, pardon. Puis ça vous donne, c'est un truc qui mesure la température, la vitesse du vent et puis l'humidité de l'air. Puis ça combine tout ça, puis ça vous donne un indice. Puis si l'indice est en dessus d'une certaine valeur, il ne faut pas courir. Alors ça, ils utilisent beaucoup en Australie. Parce qu'eux, ils ont des températures énormes avec des humidités énormes. Chez nous, heureusement, on n'a pas ce problème-là. Prévention, ben évidemment, il y a plein de mécanismes qu'il faut mettre en route et puis qu'on arrive à introduire avec l'acclimatation. Il faut pas... Les chevaux de course, vous savez qu'ici, ils travaillent très tôt le matin, toujours, hein, 5 heures du matin, comme ça. Mais si vous travaillez toujours à 5 heures du matin et puis que vous allez courir à midi et demi, le cheval, il ne va pas être bien, parce qu'il ne va pas réussir à s'acclimater. Et les problèmes qu'on a avec des coups de chaleur, en général, c'est les premières courses au printemps, souvent au mois de mai. Parce que là, tout d'un coup, il fait chaud et les chevaux ne sont pas encore acclimatés à la chaleur. Donc, il faut de temps en temps travailler quand il fait chaud. Mais progressivement. Comme ça, vous habituez les chevaux. Puis après, on n'a plus aucun problème. L'année passée, où il faisait comme ça chaud, hein, juillet, août, on n'a pas eu un seul cheval qui s'est senti mal, malgré 34... Ouais, je ne parle pas de l'Italie. Hein. L'Italie, il fait beaucoup plus chaud qu'ici. Mais on a eu des jours de course à 33, 34 degrés, hein, je crois. Alessandra, et puis on n'a pas eu un cheval qui a eu un problème. Voilà, le programme d'entraînement doit être progressif, ça je crois que vous l'avez compris. La médication est là pour aider à guérir, ça c'est mes chevaux de bataille, parce que les entraîneurs nous mettent la pression, je veux aller courir, je dois aller sauter, machin, il faut faire les soins, puis après ils continuent à travailler avec des chevaux infiltrés ou avec des chevaux sous médication, puis on arrive à des catastrophes. L'étude des facteurs de risque, ça c'est le problème des entraîneurs, des cavaliers qui doivent commencer à réfléchir un tout petit peu pour le bien-être de leurs chevaux, aux facteurs de risque, puis essayer de les diminuer au maximum. Voilà. OK. Je crois que c'est des deux. Ouais.